dédié à l'industrie du futur pour le secteur agroalimentaire. On va parler aujourd'hui d'e-commerce et de logistique associée. Donc, ce webinaire est enregistré. Vos micros et caméras sont coupés, mais voilà, vous avez le petit chat si vous souhaitez poser des questions, intervenir, et on pourra prendre quelques questions au fil de l'eau et on prendra un temps d'échange en fin du webinaire. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci à tous les intervenants qui vont participer aujourd'hui. En termes de programme, donc Anne Gérard de l'AREA et Sandrine Arène de la coopération agricole introduiront ce webinaire. Nous aurons ensuite un focus sur les chiffres clés du marché e-commerce avec Mélodie Mercury de l'agence ADOC. Nous aurons les témoignages de M. Capla et M. Creux, e-commerce avec un spécialiste de la vente en ligne, et donc avec l'entreprise bienmanger.com et l'entreprise Valette. Nous aurons deux offreurs de solutions qui vous présenteront des solutions pour externaliser et optimiser votre logistique e-commerce, avec M. Defraya de la société Filia Solutions et M. Laillet de la société Shippingbo. Et enfin, on fera un focus sur le e-commerce des produits frais avec M. Viguier de Chronofresh, M. Chapelle et M. Fauchia. Donc M. Chapelle pour Côté Fiche et M. Fauchia pour Agilia. Et enfin, donc moi-même, des gens de l'agence ADOC, je vous présenterai le parcours régional industrie du futur. Passer la parole à Anne Gérard et Sandrine Arène pour introduire ce webinaire. Bonjour à tous. Bonjour. Et vas-y Sandrine. Alors, bonjour à tous. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre en fait du contrat agroalimentaire 2020-2025 qui a été signé en novembre 2020 et qui a permis de définir une vision stratégique partagée pour l'agroalimentaire régional. C'est un contrat qui est piloté de façon opérationnelle par la coopération agricole Occitanie et l'AREA Occitanie, avec le soutien de l'État et de la région, et en collaboration avec l'Agence de développement économique ADOC et différents partenaires. L'ambition en fait de ce contrat, c'est de développer en Occitanie une alimentation plaisir plus saine et plus durable, avec des entreprises créatrices de valeur sur l'ensemble des territoires. Donc, on a répertorié en fait 4 grands défis qui sont s'approprier un socle collectif fédérateur, restaurer la confiance, construire un pacte d'union régionale, donner les moyens aux entreprises de se transformer. Et chacun de ces engagements se traduit en fait par plusieurs actions clés. Au total, il y en a 10. L'ambition étant en fait de fédérer environ 700 à 800 entreprises agroalimentaires dans le cadre de ce contrat. Ce webinaire, en fait, lui, rentre dans le cadre de l'action 10 qui est appelée Nouvelles technologies. Anne? Tu passes la slide, Aude. Voilà, donc l'action 10 dont vient de vous parler Sandrine est une action justement pour développer les nouvelles technologies dans la transformation des entreprises agroalimentaires. Et donc l'idée, c'est vraiment justement d'organiser ces webinaires, de vous informer sur ce qui se fait justement sur ces thématiques, et notamment sur le parcours régional Industrie du futur qui vous sera présenté en fin de webinaire. Et justement, au travers de ces présentations, de ce parcours, on choisit des thématiques. Donc, il y a eu plusieurs webinaires déjà organisés, notamment sur la robotisation, sur la logistique, etc. Et donc, vous aurez, de toute façon, vous avez des liens après sur ces webinaires qui ont déjà eu lieu si vous n'avez pas pu les suivre. Ensuite, juste, on voulait vous faire un petit zoom, voilà, donc sachant aussi que tous ces 10 actions dont on vous a parlé vont être synthétisées sur un site internet où vous aurez justement tout le suivi. On va capitaliser sur tout ce qui est fait sur les différents sujets. Ce site va être en ligne très très prochainement avec notamment des informations sur les actions et une possibilité aussi pour les entreprises de venir valoriser leur démarche sur les différents sujets du contrat de filière. Juste un petit zoom aussi, voilà, donc dans ce contrat de filière, il y a beaucoup, beaucoup d'actions, donc 10 actions, dont certaines actions dont on vous a parlé, celle d'aujourd'hui, la numéro 10, mais il y a aussi une action sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et notamment une sous-action phare de la RSE va être d'organiser des journées portes ouvertes en mois de mai pour permettre aux entreprises de présenter leur démarche RSE auprès de leurs parties prenantes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on voulait quand même vous en parler, parce que ça va être une façon vraiment de communiquer pour vous et de valoriser votre démarche RSE. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé,
à prendre contact avec nous pour pouvoir participer à ces journées portes ouvertes et ouvrir vos entreprises afin de valoriser donc cette démarche RSE. Merci Anne et Sandrine. Je vous propose de rentrer dans la thématique du jour sur le e-commerce avec Mélodie Mercuy de l'agence Ad Hoc qui va vous présenter les chiffres clés du marché. Oui. Bonjour à tous, merci Aude. Donc je suis Mélodie Mercuy, je travaille pour Ad Hoc, l'agence de développement économique de la région Occitanie, et je travaille plus précisément pour accompagner les entreprises agroalimentaires de la région dans leur développement commercial sur les circuits e-commerce. Parmi les actions d'accompagnement que l'on propose sur les marchés e-commerce, nous organisons fin février une série de webinaires pour mieux comprendre et appréhender les marchés du e-commerce dans 3 pays cibles, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est la deuxième année que l'on organise cet événement. L'an dernier, nous avions traité l'Allemagne, le Japon et la Chine notamment. Et l'idée de ces présentations, vraiment, c'est de vous donner un panorama précis des marchés en question avec les chiffres clés, les principaux acteurs et les opportunités de développement. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça, mais voilà, je voulais vous communiquer cet événement si cela vous intéresse. Dans les slides qui vont suivre, l'idée c'est d'être en introduction de ce webinaire et de vous donner quelques éléments de cadrage sur le marché du e-commerce alimentaire et nous entrerons ensuite dans le vif du sujet, de la logistique avec nos intervenants. Donc la première chose à se dire quand on parle de e-commerce, c'est que l'année 2020 a été vraiment une année historique pour ce circuit e-commerce et une année atypique pour le commerce de détail en général. En effet, la crise Covid est passée par là et elle a eu un impact très important sur les habitudes de consommation dans tous les pays. Les habitudes ont été d'abord contraintes avec les confinements, les fermetures, la distanciation sociale. Et ce contexte, du coup, a largement incité les consommateurs à commander à distance et donc à utiliser Internet et le e-commerce. Je vous ai remis quelques chiffres là d'une étude qui est sortie en janvier 2021. Voilà, par exemple, 37% des acheteurs sur Internet disent avoir commandé plus suite à la crise sanitaire. Donc, on voit que finalement, ce Covid a vraiment été un accélérateur de la transition digitale. C'est vraiment une tendance de fond qui existait déjà auparavant, avant le Covid, mais les experts estiment que la crise Covid a fait prendre 4 à 5 ans d'avance sur la transformation digitale. Du coup, on observe avec ces nouvelles habitudes des taux de croissance qui sont très très importants sur le e-commerce à tous les niveaux. On va commencer par le niveau mondial. La croissance est de plus 27,6% en 2020 par rapport à 2019. Là, je parle tout produit et services confondus. Et on observe que le poids du e-commerce est passé de 13,6% avant Covid à 18% post-Covid. Donc voilà, c'est vraiment une accélération très importante qui s'est faite. Autre fait important pour nos marchés et qu'on va retrouver à tous les niveaux, aussi bien au niveau mondial que national, c'est que le poids du e-commerce dans l'alimentaire est moins important que tout produit et service confondus. En effet, avant le Covid, le e-commerce représentait 3% du commerce de détail dans l'alimentaire, contre 13%, comme vous le voyez dans la slide, tout produit confondu. Donc le poids du e-commerce alimentaire est passé à 6,5% post-Covid avec un taux de croissance à plus 60%. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'on va retrouver sur tous les marchés. Quand on s'intéresse à l'échelle européenne, donc on a un taux de croissance un peu moins fort, à plus 9%. Ça s'explique au niveau mondial, voilà, on avait la Chine qui tirait la croissance très très fort. Au niveau européen, c'est une croissance un peu moins forte. Mais quand on regarde au niveau de l'alimentaire, c'est une croissance à plus 65% qui s'est faite en 2020. Donc encore une fois, si on rattrapait un peu le retard qu'on avait sur le e-commerce alimentaire par rapport au e-commerce tout produit. La France est le deuxième marché e-commerce en Europe, avec un chiffre d'affaires de 112 milliards d'euros, tout produit confondu, et une évolution de plus 8,5%. Une évolution du coup qui est mitigée par rapport on va dire, au niveau mondial, notamment pénalisée par les services donc transport, tourisme, voyage, loisirs, qui pèsent très lourd historiquement dans l'e-commerce. C'est à peu près 60% presque des ventes sur Internet se fait sur les services. Là, avec les confinements, etc., ça a été largement pénalisé. Donc,
ce qui explique ce taux de croissance qui serait peut-être moins fort et qui est très fort par contre sur les produits à plus de 32%. Donc ça, c'était les chiffres 2020. Quand on regarde sur 2021, donc là, l'année vient à peine de se finir, donc on commence à avoir les premiers atterrissages, mais on va dire que la tendance de fond se confirme, même si on n'a pas eu les confinements que nous avions eu en 2020. Si vous regardez le graphe, donc on retrouve la part de marché du e-commerce dans l'alimentaire à 7,8% en 2020 et elle passerait à 9% en 2021. Ce sont des niveaux de part de marché qui sont équivalents à ceux qui existaient pendant les confinements. Donc, c'est vraiment important de se dire que même en 2021, alors qu'on n'a pas eu de vrai confinement aussi dur qu'en 2020, cette part de marché e-commerce reste très très haute et donc on est vraiment dans une transition. Il y a également des projections de croissance sur les années 2022-2023 qui sont très importantes, hein, plus 10% d'évolution des ventes sur Internet pour l'alimentaire. Et quand on regarde donc, le graphique de droite, qui est vraiment focus sur les produits bio, on observe que cette tendance et cette évolution des ventes sur Internet est encore plus importante pour ces produits bio, sur lesquels, voilà, qui sont surperformants sur le e-commerce. En fait. Donc, une vraie opportunité de développement pour les produits du quotidien sur l'e-commerce, mais encore plus pour les produits bio, ce qui explique qu'on va faire ce focus d'ailleurs dans le cadre de notre semaine e-commerce. Donc, si on regarde le nouveau paysage, le paysage du coup e-commerce qui est très favorable, comme on l'a vu, avec une cible de plus en plus large, c'est 81% des internautes qui achètent désormais sur Internet. La cible est de plus en plus large. Auparavant, on était vraiment focusé sur une cible jeune et les zones périurbaines. Maintenant, on recrute chez les plus de 50 ans, dans les centres urbains, etc. Donc, vraiment, le e-commerce partout. Autre fait très très important aussi pour comprendre la nécessité de se développer sur l'e-commerce, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur français est omnicanal, ça veut dire qu'il fait ses courses aussi bien en magasin que sur Internet. Donc il est très important d'être un peu partout en fait et d'être à la fois en magasin et sur Internet pour ne pas le perdre, puisque lui vraiment navigue sur ces différents circuits. Et pour finir, toute cette dynamique e-commerce a vu l'émergence de nouveaux acteurs. On ne rentrera pas dans le détail de ces acteurs, mais qui sont apparus notamment dans les centres urbains avec le drive piéton, le quick commerce qui promet une livraison en 15 minutes. Voilà, beaucoup d'initiatives qui se sont développées. Malgré toutes ces initiatives, le e-commerce reste un secteur très concentré en termes d'acteurs. Et ce sera la dernière slide de cette introduction. On voit qu'il y a eu une progression du nombre de sites très importante et qu'aujourd'hui encore, les 3/4 du chiffre d'affaires e-commerce en France est fait par 1,1% des sites. Vous retrouvez à droite le top 15 des acteurs du e-commerce en France. Ça, c'est les acteurs hors service hein, sur les biens. Et on retrouve nos enseignes de grande distribution alimentaire qui gagnent des parts de marché. Et en effet, il faut défiler encore le dernier bloc. On observe que les enseignes de grande distribution aujourd'hui représentent 90% du chiffre d'affaires du e-commerce alimentaire. Alors cela s'explique assez facilement. En fait, elles ont très tôt investi sur le développement de leur modèle Drive et donc n'ont pas investi historiquement sur les livraisons. Le fait d'avoir investi sur le Drive, ça leur a permis de se défaire totalement des problématiques de logistique liées à la livraison de produits alimentaires, puisque les clients vont chercher leurs courses eux-mêmes avec leur voiture. Et voilà, ça leur a permis de ne pas aborder ça. Mais bien souvent, on observe que sur ces sites de Drive, les assortiments sont relativement courts. Il est difficile de trouver des produits spécifiques en dehors des grandes marques nationales. Et en plus, on l'a vu, les consommateurs utilisent de plus en plus les services de livraison à domicile, notamment suite à la crise du Covid. Donc, on voit en fait que même si le gros du marché alimentaire est trusté par les sites de Drive des grandes surfaces alimentaires, la dynamique se trouve ailleurs et notamment sur le développement de la livraison. Et donc, c'est tout le sens de cette présentation d'aujourd'hui où les intervenants vont expliquer un peu quelles sont les problématiques liées au e-commerce alimentaire, en termes de température, de poids, etc. Et finalement, vous apporter des solutions sur ces enjeux logistiques.
Merci Mélodie. N'hésitez pas, si vous voulez poser quelques questions dans le chat, on pourra y revenir aussi à la fin de la présentation. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à messieurs Capla et Creux des sociétés bienmanger.com et Valette qui vont nous partager leur expérience. Alors, je me permets de vous interrompre puisque je viens d'avoir Philippe Creux de Valette qui a du mal à se connecter et qui, du coup, ne pourra pas participer sans excuse. Par contre, il me dit que Monsieur Capla connaît très bien le sujet et que donc, voilà, il pourra parler de l'expérience avec Valette. Voilà. À vous, Monsieur Capla. Je n'entends pas monsieur Capla. Il faut remettre votre micro. Voilà. Oui. Bonjour à tous. Donc, je viens vous partager un témoignage de ce que je vis sur bienmanger.com. Et comme le logo de la slide précédente le montrait, je m'occupe aussi d'une agence web qui s'appelle BM Service, qui crée des sites e-commerce sur PrestaShop. Et donc, je pourrais partager quelques expériences aussi, et puis pour avoir beaucoup échangé avec Philippe Creux, parler un peu avec son autorisation, parler un peu de l'expérience Valette. Bienmanger.com, c'est un site situé en région, basé en Lozère, créé en 2000, donc qui a 22 ans cette année, qui, contrairement ce que disait Mélodie à l'instant sur les problématiques, sur les offres de Drive ou aujourd'hui de Dark Store en ville qui ont des assortiments très courts, et bienmanger.com a un assortiment très long, puisqu'aujourd'hui on a 12 000 produits proposés sur le site, issus de 1600 producteurs partenaires, pas uniquement des produits de la région, Anne, si on peut passer à la slide suivante, mais des produits dans tous les univers. Voilà, celle-là. Des produits dans tous les univers, à la fois produits d'épicerie fine, produits du terroir, produits bio. Mélodie vient de souligner, c'est un segment qui, de façon générale, a une croissance plus forte que le reste du marché, en particulier sur Internet. La cave aussi, même si on en reparlera, il y a des problématiques logistiques liées à tout ce qui est envoi de produits liquides, des produits épicerie du monde, des produits frais aussi, avec d'autres problématiques logistiques, des cadeaux gourmands, notamment en fin d'année, on en sort. Donc on est on va appeler ça un généraliste sur le sujet des produits du terroir et de l'épicerie fine. Si on peut passer, slide suivante, pour dire aussi ce qu'a dit Mélodie à l'instant, c'est que on a une croissance régulière depuis 20 ans avec une accélération. Alors nous qui a démarré en 2019, mais en 2020, ça a été en particulier très fort, porté par le confinement, bien sûr. Et on revient en 2021 sur des niveaux inférieurs à 2020, mais très largement supérieurs à 2019. Donc, et sur une activité qui aujourd'hui représente 12 millions d'euros en B2B plus B2C, l'essentiel étant du B2C. J'ai rajouté cette frise en introduction pour expliquer. Et c'est les vrais produits issus des commandes en question. La première commande, c'était en septembre 2000 et c'était de la saucisse à l'huile, puisque on est en Lozère, donc ça fait partie des spécialités du coin, la saucisse à l'huile. La 10 millième commande, il a fallu 5 ans, c'était des cafés. La 100 millième commande, c'était déjà un coffret gourmand. C'était en 2010, il a fallu 10 ans. Et on voit une accélération puisque 10 ans plus tard, on était à la millionième commande. Et 2 ans plus tard, on doit être à la 1 500 000e commande. Donc j'ai mis cette petite frise parce que comme on va parler de logistique, c'est là la transition idéale. Parce que si on parle d'un million de commandes à expédier, alors là, vous allez me dire, c'est sur 20 ans, donc bon, ok, mais on voit que ça s'accélère. Les enjeux logistiques, ils sont multiples.
Déjà, premier enjeu, j'ai dit tout à l'heure que l'on avait 12 000 produits. 12 000 produits à stocker, ça donne la photo du haut. Ça demande de la place au sol. Euh, Aujourd'hui, on a 5 000 mètres carrés d'entrepôt avec 15 km de rayonnage environ. Chaque produit est stocké dans un petit carton sur une étagère avec des zones de stockage plus en gros pour des produits qui ont plus de rotation. Donc, stockage en gros, ça veut dire stockage de palettes, donc c'est-à-dire qu'il y a aussi des paletiers. Et les enjeux de la logistique, alors ils sont multiples. Le premier enjeu, c'est la gestion des stocks et l'entreposage, parce que pour que tous les produits partent, il faut qu'ils partent en J+1, il faut qu'ils soient présents sur le site. Donc il faut qu'on ait un stock. Donc ça prend ça prend de la place au stock, au sol, et ça a un impact aussi sur le modèle économique, puisqu'il faut pouvoir porter ce bâtiment, que ce soit en location ou en construction. Il y a un deuxième niveau d'impact en termes de logistique. Si on parle aujourd'hui, on doit faire près de 200 000 commandes par an. C'est une problématique de picking et de packing. Alors, picking, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher tous les produits qui composent la commande. Chez nous, en moyenne, dans une commande, il y a une dizaine de produits. Donc, il y a un opérateur qui doit, à partir d'un bon de commande, aller récupérer le plus vite possible les 10 produits en faisant le moins d'erreurs. La logique du packing, c'est que ces 10 produits, il va falloir le faire rentrer dans un carton et les caler suffisamment pour que les produits voyagent. La particularité dans l'agroalimentaire, elle est qu'il y a des produits de nature hétérogène, c'est-à-dire il y a des produits en emballage vert, des bouteilles, des pots en verre, il y a des produits qui sont sous forme de sachets, il y a des produits qui sont sur des emballages carton. Ces différents types d'emballages cohabitent pas forcément très bien entre eux. Si on met des produits lourds au-dessus de produits légers, ils vont les écraser. Donc si je mets des chips et que je mets des bouteilles au-dessus, ça va pas. Si je mets les chips au-dessus des bouteilles, ça va mieux, mais si le logisticien retourne le colis, ça va plus non plus. Donc on va dire au logisticien de ne pas retourner les colis, mais comme ils interviennent après, ils vous expliqueront que c'est pas tout à fait possible. Donc il faut trouver des solutions en termes de packing, pour faire que tous ces produits dans un même colis arrivent à cohabiter sans se choquer et sans s'abîmer les uns les autres. Donc ça pose des problématiques de choix de matériaux d'emballage, de choix de matériaux de calage. Ça pose aussi des problématiques de conditions d'achat de ces matériaux d'emballage et de calage, puisque rapidement la question c'est de dire combien ça coûte pour emballer un colis, combien ça coûte pour caler un colis, et donc quel est le budget de calage, d'emballage par colis. On a tendance à considérer, enfin, vous êtes des professionnels, donc vous le savez comme moi, mais le particulier voit le carton comme, je sais pas comment dire, comme un sous-produit qui n'a pas de valeur. Or, quand on en achète beaucoup, ou même moins, on sait que voilà, un carton, c'est rapidement quelques dizaines de centimes, voire pour des caisses double ou triple cannelure, ça peut dépasser les 1 euro, donc c'est pas très cher, mais sur des commandes de 50-60 euros, ça fait déjà 1%, 2%, donc ça commence à se voir et forcément ça devient un enjeu. Les problématiques liées à la logistique, si on les déroule, ensuite, c'est les offres de transport à proposer. Aujourd'hui, il y a des études, je pense que d'autres intervenants le diront, mais disons que les clients, une des causes de volatilité des clients, c'est le choix des modes de transport qu'on leur propose et des prix de transport. Il y a quasiment un client sur deux qui est prêt à changer de site si on ne lui propose pas une offre de franco, c'est-à-dire ne pas payer de frais de port. Et dans les autres critères, il y a des clients qui vont privilégier la livraison en point relais, d'autres en rendez-vous à domicile, d'autres la livraison sur leur lieu de travail. Donc les options de livraison se multiplient. Il y a autant de clients que de préférences, mais pour le marchand, pour celui qui veut expédier, ça veut dire aussi autant de prestataires à trouver et à gérer que d'options proposées. Avec l'arrivée de plus en plus, la démocratisation des expéditions en frais, c'est aussi des nouveaux circuits qui s'ouvrent et des nouveaux
transporteurs à brancher. On travaille par exemple, nous, avec Chronofresh maintenant depuis quelques années. Il existe aussi des transporteurs spécialisés sur les colis hors gabarit ou pour l'international. Alors, on va dire pour l'international, il y a des acteurs généralistes comme, je sais pas quoi, Colissimo, DPD, TNT, qui vont proposer toutes les destinations. Mais dès que vous avez un volume un peu important sur un pays, vous avez aussi des acteurs qui vont vous proposer de faire une collecte spécifique chez vous pour aller faire de l'injection directe dans le pays. Par exemple, nous, on nous propose 2 fois par semaine de venir collecter nos colis pour les injecter directement en Espagne. On va dire, quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt, c'est que nos colis sont affranchis directement avec la poste espagnole, avec un tarif espagnol, enfin, seraient affranchis si on utilisait ces services. Direct, donc, ils voyageraient en coût comme un colis national Espagne. Par contre, il faut qu'on arrive à payer la liaison entre nos entrepôts et la frontière espagnole, le lieu d'injection. Toutes ces problématiques, ça génère une technicité croissante au niveau informatique avec le branchement de web services pour appeler les différents transporteurs et récupérer les étiquettes de transport avec différents paramètres à passer pour éditer une étiquette de transport. Puisqu'il y a un intervenant de Chronofresh après moi, peut-être il pourra expliquer tous les paramètres nécessaires pour éditer une étiquette pour un colis Chronofresh. Et c'est à la fois pas très compliqué, mais ça demande une certaine rigueur pour passer tous ces paramètres. Et nous concernant, pour arriver à gérer des grands nombres de colis, la mise en place d'un WMS, alors ça veut dire Warehouse Management System, c'est des logiciels de gestion d'entrepôt, et de TMS, Transporteur Management System, donc des logiciels qui permettent de gérer les paramètres de tous les transporteurs avec qui nous travaillons. La problématique de la logistique, c'est aussi une problématique de modèle économique. Tout à l'heure, je disais qu'un client sur 2 était prêt à changer de crèmerie si on ne lui proposait pas des frais de port offerts. Pour proposer des frais de port offerts, c'est pas anodin. Dans le monde de l'agroalimentaire, je considère qu'on est sur des univers où les rapports entre le poids et le prix sont pas très favorables. Il vaut mieux vendre des vêtements pour offrir les frais de port que des jus de fruits ou de la farine, parce que un kilo de farine, ça pèse 1 kilo et ça coûte 1 euro. Et le prix marginal du kilo transporté par tous ces réseaux, c'est entre 0,5 et 1 euro. Donc ça veut dire qu'à l'extrême, si je vendais que de la farine, presque il faut que je fasse au moins 60-70% de marge juste pour payer le franco de livraison. Et donc ça veut dire que presque il ne faut pas vendre de farine ou de jus de fruits ou d'eau minérale, qui sont des produits à faible valeur par rapport à leur poids brut. Bon, alors vous allez me dire, j'ai qu'à vendre des truffes noires et du caviar. En effet, ça c'est un peu plus facile et c'est un peu plus ou du safran, produit exceptionnel en termes rapport poids-prix, en termes logistiques, ou toutes les épices en général. Mais donc le modèle économique pour proposer des frais de port offerts, il faut quand même bien le calculer parce que rapidement, il peut aussi avoir des répercussions fortes sur le modèle économique plus global de l'activité e-commerce, voire détruire toute rentabilité de l'activité e-commerce. C'est en particulier dans le monde alimentaire. Encore une fois, dans d'autres secteurs, je n'aurais pas cette lecture, mais je considère que dans le monde agroalimentaire, il faut faire ça manier avec précaution parce que ça peut être, pour faire plaisir aux clients, on peut se mettre rapidement dans des situations inconfortables. Et le dernier point que je dirais en termes de contraintes logistiques, c'est que les contraintes réglementaires sont aussi croissantes. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi les travaux de l'Assemblée nationale et à l'automne, mais on parle de plus en plus de l'empreinte carbone du e-commerce, pourtant qui est bien meilleure que celle du commerce de détail, notamment parce que dans le dernier kilomètre, c'est un transporteur qui va livrer 50 ou 100 clients, et ce n'est pas 50 ou 100 clients qui vont se déplacer pour aller faire leurs courses. Donc, il y a eu plusieurs études de l'ADEME et de la FEVAD qui montrent que le ratio, le coût carbone du e-commerce versus le commerce traditionnel, le e-commerce serait 4 fois plus efficace. Mais
il y a des rééquilibrages qui se font entre le e-commerce et le commerce traditionnel. Et donc, une façon aussi d'essayer d'éviter peut-être ces rééquilibrages ou de les freiner un peu parce que ça va très vite, ça passe par une demande de plus en plus forte de neutralité carbone des livraisons. Alors, c'est plutôt un sujet pour les transporteurs que pour les commerçants. N'empêche que ça devient quand même un sujet important. Si vous voulez expédier un peu à l'international ou dès aujourd'hui sur les dom-tom, il faut que vos produits aient des HS codes et que vous puissiez, il faut que vous puissiez éditer des factures et des documents d'accompagnement avec les HS codes, sinon vous pouvez plus expédier sur les dom-tom, encore moins sur l'export lointain. Si vous voulez aller en Europe, alors ça a été présenté comme une simplification, pour moi c'est une complexification. Depuis le 1er juillet l'an dernier, vous avez le paquet TVA e-commerce qui est passé. Avant, vous aviez une sorte de dérogation à 40 000 euros par pays, grosso modo, en dessous de laquelle vous pouviez facturer la TVA française. Aujourd'hui, il n'y a pas les seuils par pays ont été abaissés aux alentours de 10 000 euros et ont été globalisés sur l'Union européenne, ce qui fait qu'en pratique, il faut que vous puissiez facturer la TVA de chaque pays, la TVA applicable dans chaque pays, et que vous puissiez déclarer ensuite votre déclaration TVA auprès d'un guichet unique européen. Donc c'est quand même assez... Alors, on s'éloigne de la logistique, vous allez me dire c'est plutôt de la compta et de la fiscalité, n'empêche que ça complexifie aussi la partie logistique. Donc voilà pour les enjeux multiples en termes de logistique. Et pour quand même terminer par une note positive, je vais prendre ma casquette un peu BM Service pour dire que pour démarrer en e-commerce, on peut démarrer en e-commerce en 2022 et je pense qu'il y a 3 solutions possibles. En jaune, l'idée c'est de créer son propre site internet. Il y a de nombreuses solutions. J'en ai cité 3, WooCommerce, il y a WordPress, Shopify, PrestaShop. Mais on pourrait citer au moins une demi-douzaine d'autres solutions largement communément utilisées. Et c'est de moins en moins cher, à partir de quelques milliers d'euros pour une petite boutique, quelques dizaines de milliers d'euros pour des boutiques très complexes. On peut aussi choisir d'intégrer une place de marché, ce qu'évoquait Mélodie tout à l'heure, pour profiter de la puissance de la part de marché et du nombre de clients qui sont présents sur ces places de marché. Amazon, bien sûr, ou dans l'agroalimentaire sur les produits frais pour de bon, ou dans les produits bio Greenwiz. Ou on peut trouver un distributeur e-commerce comme bienmanger.com. Il y a plusieurs paramètres à avoir en tête quand on fait le choix d'un ou plusieurs canaux pour être présent en e-commerce. Bien sûr, il y a les coûts informatiques, il y a les dépenses de publicité, il y a les coûts logistiques, les compétences à internaliser ou à externaliser, la vitesse de déploiement, les niveaux de marge que proposent ces différents canaux de vente, la capacité de maîtriser son image ou la marque de ses produits, la propriété du fichier client. Pour moi, ces 8 paramètres sont les 8 principaux paramètres à avoir en tête quand on fait un choix. Et alors, j'ai essayé de vous les classer rapidement sur un petit tableau, une petite matrice, pour dire, par exemple, que sur un site en propre, oui, il y a plus de coûts informatiques, plus de coûts logistiques, plus de coûts de publicité, mais il y a aussi plus de niveau de marge, puisqu'on vend en direct. Donc, le producteur va vendre à un prix particulier, enfin un prix public, au lieu de vendre à un prix revendeur. Donc, plus de dépenses, mais plus de revenus. Et plus de maîtrise de l'image de marque et propriété du fichier client. Donc, à contrario, sur une place de marché, on abandonne une part de la marge à la place de marché, on ne maîtrise pas l'image de marque, on n'a pas la propriété du fichier client, mais on peut déployer plus vite pour moins cher. On a les mêmes coûts logistiques parce que sur une place de marché, la plupart du temps, il faut quand même soi-même assurer les expéditions. Et à contrario, si on va travailler avec un e-distributeur comme bienmanger.com, il n'y a pas de coût logistique puisque là, c'est le distributeur qui va faire les expéditions. Il y a moins de coûts, donc, mais il y a aussi moins de niveau de marge. Donc, il n'y a pas. Ce que je veux dire avec ce petit tableau, c'est qu'il n'y a pas une bonne solution et une mauvaise solution. Il y a des solutions qui s'appliquent plus ou moins à chaque entreprise
Et c'est à chaque entreprise, en fonction de ses enjeux, de ses priorités, de ses objectifs, de choisir un ou plusieurs canaux. Et ça sera d'ailleurs ma conclusion pour cette partie-là. Insister sur le fait qu'une entreprise peut mixer le recours à différentes solutions pour démarrer, peut lancer son propre site et puis décider en parallèle d'être présent sur une marketplace ou chez un ou plusieurs distributeurs. À partir du moment, par contre, où on mixe, il faut organiser cette coexistence de l'offre sur plusieurs canaux pour qu'il y ait une forme de cohérence et que ça ne nuise pas au positionnement du produit et que ça ne desserve pas la construction de l'image de marque que l'on veut faire en ligne. Mais on a quand même voilà, un large choix de solutions avec des stratégies qui restent abordables en termes de budget pour être testées. Le seul point, peut-être sur lequel j'insisterai in fine, c'est de dire que, notamment quand on veut faire son propre site, ce qui semble des fois une bonne idée pour avoir des meilleurs niveaux de marge, ça suppose quand même, pour trouver une rentabilité, d'avoir un début de masse critique. Faire un site et faire moins de 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel sur ce site, je considère qu'on aura difficilement on trouvera difficilement de la rentabilité en dessous de 200 000 euros de chiffre d'affaires sur un site d'e-commerce. Entre les coûts informatiques, les différentes compétences, les coûts logistiques, tout ce qui est intégré, les coûts marketing aussi qui ne sont pas à négliger. En général, c'est assez compliqué de trouver une rentabilité en dessous de ce genre de seuil. Donc, j'ai été très vite parce que voilà, j'en ai donné 10 minutes. Donc, s'il y a des questions, je serais ravi d'y répondre soit maintenant, soit tout à l'heure, soit en fin de réunion, ou par mail si certains souhaitent me contacter par mail ou sur le chat pendant le reste de la réunion. Et si vous voulez, enfin après Aude, vous me dites, je peux dire 2-3 mots pour Philippe Creux, pour l'expérience Valette, puisqu'on échange très souvent ensemble et on Allez-y, accompagne via BM Service Valette dans sa stratégie e-commerce. Alors, Valette, c'est un producteur de foie gras situé dans le Lot, à Gourdon, avec une activité B2B forte, des magasins en propre et des magasins, des revendeurs qui ne font pas partie qui sont externes au groupe. Et par rapport à ça, il y a une dizaine d'années, Valette a choisi de se lancer en e-commerce en disant, voilà, je ne peux pas être présent qu'en B2B et dans le monde magasin ou sur les foires et salons, il faut aussi que je sois présent en ligne. Et a choisi de mixer une présence à la fois avec son propre site pour s'adresser à ses clients qui les connaissent, qui sont dans une logique de fidélisation, pour proposer aussi du retrait en boutique en disant on commande sur le site, mais si on est proche d'une boutique, on a la possibilité de retrait en boutique, de click and collect. Et en parallèle, a choisi aussi, enfin nous avait contacté pour être présent sur bienmanger.com en disant sur bienmanger.com, l'objectif, c'est pas forcément de fidéliser les clients Valette, c'est plutôt de découvrir des nouveaux clients qui aiment la gastronomie, mais qui ne connaissent pas forcément Valette, même si la marque est très ancienne et s'il a une belle notoriété. Mais il y a forcément des clients qui ne connaissent pas Valette ou qui achètent plutôt d'autres marques. Et c'est de dire, voilà, d'essayer d'arriver à les rencontrer, leur faire goûter pour la première fois des produits, en disant, si je suis présent sur Bien Manger, je peux peut-être essayer de convaincre certains clients, quand ils font une commande de 10 produits, de rajouter un produit Valette dedans. Donc le choix a été fait voilà, d'avoir d'un côté son propre site et sa propre organisation logistique pour expédier ses commandes, et de l'autre côté, un segment de son offre présent sur bienmanger.com. L'objectif in fine de l'entreprise Valette étant de faire en sorte que la marque Valette soit le plus vue possible en ligne et de maximiser le chiffre d'affaires digital de la marque Valette en ligne, en disant finalement, vu de loin, vu du niveau du directeur commercial, en disant tout chiffre d'affaires fait en ligne m'intéresse, participe à la dynamique de la marque Valette. Et finalement, c'est peu important que le chiffre d'affaires se fasse sur mon site et que je l'expédie moi-même ou que ça se fasse sur le site d'un partenaire. Ce qui m'importe, c'est que globalement, j'arrive à faire évoluer le périmètre de la marque Valette. Donc je trouvais que c'était une démarche assez intéressante parce que
on a pu rencontrer des marques qui avaient une lecture complètement opposée. Je pense que ça dépend aussi de savoir si la marque est un peu seule sur son segment et du niveau de concurrence qu'il y a sur le segment en question. Donc il y a des marques qui vont préférer. Alors, ça va dépendre aussi des capacités de production. Il y a des marques qui ont des petits volumes de production et une incapacité à développer ce volume de production. Donc, si déjà on vend tout en propre et sur son site, il n'y a aucun intérêt d'aller sur des places de marché ou sur des sites de revendeurs. Il vaut mieux essayer de maintenir une image de marque et des niveaux de marge plutôt que d'essayer de saupoudrer le chiffre d'affaires ou de le répartir sur beaucoup de canaux si on n'a pas la capacité à le faire évoluer. Ça semble assez logique aussi. Et donc voilà, le choix de Valette, ça a été de mixer deux canaux dans sa stratégie. Et ils ont même d'ailleurs poursuivi cette voie-là, puisque sur des opérations de recrutement de clients, ils mixent aussi leurs opérations entre des opérations internes et des opérations en partenariat avec Bien Manger ou avec d'autres acteurs. Merci, Monsieur Capla, pour ces témoignages riches d'enseignements, que ce soit sur votre expérience ou celle de l'entreprise Valette. Comme vous l'avez souligné, du coup, il y a des solutions à personnaliser selon les stratégies des différentes entreprises et aussi des acteurs sur lesquels s'appuyer ou des outils à développer. Donc, je vous propose de passer la parole à Monsieur Defraya de Philéa Solutions et ensuite à Monsieur Layet pour Shipping Boo qui vont nous présenter donc des solutions pour externaliser et optimiser la logistique e-commerce. Merci. Bonjour, donc Mario Defraya, c'est Philéa Solutions. J'ai une présentation qui est un peu longue, donc sur certains slides, j'irai un peu plus vite que sur d'autres. On peut passer celle-ci. Philéa Solutions, donc nous sommes prestataires sur différents secteurs, y compris donc la partie e-commerce, logistique classique ou médicale ou agro. Ces slides-là montrent bien qu'en quoi la société est bien diversifiée sur l'activité, avec 75 000 m² d'entreposage qui sont fortement concentrés en Occitanie, entre Toulouse et Nîmes. Au-delà de ça, on a un site 50 à Falavier qui est à Lyon, Nantes, et depuis peu, on a aussi Avignon. On peut passer celle-là aussi. La société se développe donc sur trois axes principaux. C'est l'entreposage en B2C, sur les commandes unitaires donc pour l'e-commerce, plutôt des solutions sur mesure sur les B2B avec solutions end-to-end, c'est-à-dire donc depuis l'amont jusqu'à l'aval, avec ici la capacité de pouvoir intégrer des solutions sur mesure, aussi bien sur les engins de manutention, voici les chariots bleus, c'est des choses qu'on a mis en place avec les clients, que sur la partie IT et supply chain, avec les outils, les nôtres du client aussi. C'est assez important. Et in fine, on a la partie transport qu'on peut avoir donc en propre ou par nos confrères. Le transport s'est diversifié entre petits camions, véhicules légers comme on voit sur la photo, ou des camions un peu plus gros de semi-remorques, vers et pour l'Europe. Ça dépend vraiment du besoin. On peut le faire avec nos propres moyens, c'est de nos confrères. Ça dépend vraiment du besoin de nos clients. On peut passer ces slides. La stratégie des Philéa Solutions, elle est surtout basée sur un outil donc de gestion d'entrepôt unique qui nous permet de gérer et d'être très souple sur n'importe quel site et d'échanger des sites aussi rapidement. On intègre aussi une capacité donc d'intégrer des projets industriels avec aussi la capacité d'utiliser les outils de nos clients, SAP, Reflex ou encore d'autres. Ces trois axes nous permettent aujourd'hui d'avoir une panoplie assez vaste de prestations et pouvoir intégrer encore une fois avec nos outils de nos clients ou pouvoir les personnaliser. On met à disposition nous-mêmes des outils de suivi qui sont personnalisables et aussi parfois on développe par rapport à la spécificité de nos clients. C'est assez important et assez utile. Au moins, c'est les retours que nous avons de nos clients. L'ensemble des prestations elles sont interfacées, donc tout ce qui se passe chez notre client il passe chez nous et tout ce qui est enregistré chez nous est transmis chez le client. La société fonctionne sous une éthique, donc étiquette transport avec un outil interne, pouvoir avoir une bonne traçabilité, un bon suivi, et pouvoir aussi déployer des tablettes de signatures, donc pour la preuve de livraison à distance, en toute autonomie.
Sur la partie informatique, j'ai regardé la partie en bas, on est bien redondé, la sécurité qu'il faut pour assurer nos clients sur les données que nous avons et que nous ne les revendons pas. Donc, il reste vraiment, on reste propriétaire de ces données. On peut passer les slides. Cette photo-là, je voulais juste avant, oui, la photo, je l'ai intégrée parce que ça me permettait de montrer un petit peu la proximité qu'on peut avoir donc entre de rayonnage de picking, donc petite UVC, petite unité, et à la fois sur la gauche des cartons plus ou moins gros ou des palettes sur un site de production de logistique. Voilà, on voit un petit peu comme les opérateurs peuvent avoir l'accès à une chose ou une autre. On prépare les deux, voire les trois. Et ça me plaisait donc de la montrer pour voir un petit peu comment on peut être organisé. C'était très rapide, mais juste pour avoir montré une petite photo du site. Sur la partie e-commerce, si vous voulez, l'exigence, elle est surtout donnée à la fluidité des informations. Donc, on a intégré un module donc, de marché qui est assez performant, qui on peut interfacer avec les différentes solutions, qui soient PrestaShop ou WooCommerce, comme montrait Laurent, ou d'autres solutions. Ce qui est important pour notre part, c'est être interfacé avec les transporteurs et surtout donner la visibilité à nos clients, donneurs d'ordre, des opérations que nous réalisons en interne. C'est assez important, cette fluidité, cette donnée en temps réel. Nos sites logistiques sont des sites logistiques classiques, on va dire. Il y a des racks à palettes, de picking, de milieux de préparation. Sur la partie e-commerce, ils sont davantage mécanisés lorsque les produits le permettent, avec des trieurs de colis ou d'autres PC dynamiques. Et surtout, ça me paraissait intéressant à rajouter les chambres froides. Ce sont des données qui on retrouve fréquemment dans l'agroalimentaire. On les a et on les met à disposition de nos clients lorsque c'est là, c'est utile. Sur le secteur e-commerce, ce qui était assez important, c'est avoir cette visibilité vraiment au flux de l'eau et pouvoir intégrer les commandes rapidement. Savoir gérer l'expédition et les retours, naturellement, avec une traçabilité de ce que nous préparons et nous expédions. Savoir gérer aussi les cut-off transporteurs, ça veut dire donc préparer les commandes par rapport à l'enjeu d'expédition de nos clients. Si un transporteur passe plus tôt, on peut pas les prendre plus tôt. S'il passe un peu plus tard, on a un peu plus de temps, mais on s'organise en fonction. C'est important, un petit peu comme la gestion des pics d'activité. On l'a vécu encore récemment, Black Friday, Noël, c'est super important. Maintenant, on est sous les soldes. Voilà, la société s'organise avec ses clients pour pouvoir assurer, on va dire, ces volumes qui sont des volumes assez importants. Et sujet assez important, on a souhaité toujours avoir donc une personnalisation de la prestation, aussi bien dans les emballages et dans les outils de communication comme le marketing et coupons. Aujourd'hui, depuis tout le temps, la solution intègre cette spécificité, cette particularité au niveau de notre prestation. On peut passer Aude. La partie e-commerce et ces slides montrent en fait l'intérêt que nous portons à la préparation de commandes puisqu'on la segmente énormément. On l'approche aussi sur les produits en fait. C'est le produit et la commande qui détermine comment on peut travailler. On essaie vraiment d'avoir une vision très fine de ces prestations-là pour des commandes qui sont simples, parfois une pièce, une commande, des commandes qui sont un peu plus étoffées, et à la fois aussi des ventes privées. Ils sont assez spécifiques et ça rentre et ça sort, mais des volumes qui sont souvent assez importants. Donc, on a intégré cette spécificité aussi chez nous. Aujourd'hui, notre logistique est plutôt omnicanal. On l'a vu en amont, travailler sur la partie B2B et B2C. Et depuis un petit moment aussi, les distributeurs. Donc, on fait le B2R pour vendre détaillant. C'est un peu spécifique, mais pareil, on l'a intégré. On peut passer à ces slides. C'est surtout pour rentrer sur la particularité de la partie agroalimentaire, puisqu'on a vu un petit peu comment on travaille sur l'e-commerce. Quand on a de l'e-commerce sous l'agro, les enjeux, de notre point de vue, c'est savoir tracer ce qui est donc, par exemple, les dates de limite de consommation ou le lot de production. Savoir, on va dire, intégrer dans la prestation un code de qualité, par exemple, pour savoir si la pièce est conforme ou pas. Et permettre à nos clients aussi de dire, attention, le lot que je t'ai transmis, il est soumis à validation par laboratoire, donc pour le moment, il est bloqué. Et 3 jours après, dire, OK, c'est l'autre, tu peux l'expédier. Donc, les clients agissent en autonomie sur ces lots de production pour qu'on puisse, nous, les préparer ou les retenir en stock si toutefois ils ne sont pas conformes. Dans la gestion de l'entrepôt, naturellement, on a des entrepôts qui sont température ambiante
ou en température donc dirigée. Assez important, on a eu des gestions parfois un peu d'urgence avec les imprévus, surtout dans le médical. La Covid le démontre, avec des solutions temporaires assez importantes pour gérer le volume au niveau de la partie qui est rentrée et qui sortait du frigo. Lorsqu'on parle de pièces, naturellement, on peut préparer, nous, cette logistique, une unité de vente consommateur, les sachets, les cartons, les palettes. Et on intègre aussi les règles de gestion, c'est-à-dire la plupart des fois, on travaille en FIFO, hein, les premiers qui rentrent, c'est les premiers qui sortent. En vente privée, la plupart des fois, c'est du LIFO. Les derniers qui est rentré, c'est le premier qui sort. Et on a intégré les FIFO, les premiers périmés et c'est les premiers expédiés. C'est assez spécifique, mais voilà, ce sont des demandes qu'on a mis en place et qu'on suit par rapport aux exigences de nos clients. Naturellement, dans la gestion logistique, c'est la gestion des inventaires qui peut être vraiment par rapport aux besoins de nos clients. Et la société intègre toute la panoplie, on va dire, des exigences HACCP, le food défense si nécessaire, donc la lutte contre le nuisible. Ce sont des choses qu'on intègre de façon classique dans nos prestations. On peut passer celle-là aussi. La dernière slide, et j'aurais terminé, c'était pour montrer un petit peu avec qui et comment on travaille. De façon très variée, c'est un slide qui répond un petit peu à la deuxième, lorsqu'on voyait que c'était des prestations assez différentes. L'e-commerce, les sport shop ou Brico ou encore les jardins sont des prestations logistiques très axées petits colis. Dans le secteur médical, côté Montpellier, on reconnaît bien Medtech et Oriba avec qui on travaille depuis un petit moment. L'industrie spécifique, IES et Synergie, JE, que dans les régions montpelliéraines ou Oriba Solar, qu'on connaît aussi bien. Et ça m'intéressait plutôt voir sur la partie logistique agroalimentaire. L'exigence dont je viens de parler, ce sont celles qui nous transmettent, par exemple, Montcigal dans le vin, AEB au Virbac sur la partie agroalimentaire. Ce sont des choses qu'on a développées, on a suivi avec eux et qu'aujourd'hui, on met à disposition avec l'expérience que nous avons par rapport aux enjeux qui sont celles de la logistique e-commerce ou agroalimentaire, voire les deux ensemble. Voilà. Moi, j'ai terminé. J'espère d'avoir été assez clair et même si c'est un peu rapide, je suis à disposition si besoin pour plus d'informations. Merci beaucoup, Monsieur Defraya. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions ou en fin de séance. À ce propos, Aude, il y a eu une question, mais je pense que c'était pour Laurent, c'était la présentation d'avant, de Claire qui demande ne prend-on pas le risque de concurrencer ses propres clients? J'ai pas répondu, je pensais répondre à la fin. D'accord. Oui, en l'occurrence, je pense qu'elle parlait de Valette, c'est de dire forcément si je mets des produits sur un site comme Bien Manger, ben, je peux imaginer que d'un côté, j'ai deux effets. D'un côté, j'ai des clients qui connaissent les produits Valette, qui peuvent aller acheter le site sur Bien Manger et pas chez Valette en direct ou dans un magasin Valette ou dans un magasin partenaire Valette. Mais à contrario aussi, j'ai des clients sur Bien Manger qui s'intéressent à la gastronomie, qui peuvent découvrir des produits Valette et du coup rentrer dans un magasin Valette quand ils passeront près de chez eux parce qu'ils ont découvert ces produits et parce que la marque du coup grandit. Donc après, il faut apprécier ça par rapport à la situation de chaque marque. Soit la marque dit que globalement, eh ben, elle fait grandir sa marque et dans ce cas-là, ben, il faut faire ce que fait Valette. Soit, et c'est ce que je disais tout à l'heure en disant si le secteur il est moins concurrentiel ou si le volume de production il est plus limité, mais peut-être il ne faut pas chercher à multiplier les points de vente. Mais c'est vraiment des stratégies, elle est affinée ensuite au cas par cas pour chaque maison. Entendu, merci. Monsieur Laillé, on vous laisse la parole sur Oui, les parties solutions qui existent avec donc la présentation de Shippingbo. tout à fait. Bah, écoutez, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter du coup la solution Shippinbo, qui est une solution informatique en mode SaaS. Donc SaaS qui ne nécessite pas d'infrastructure, pas de serveur, mais tout est hébergé dans le cloud. Donc une solution informatique dédiée à la logistique. Donc on va être le back-office des e-commerçants, des marchands pour gérer leur logistique. On a trois outils que je vous présenterai par la suite. Alors, on est une société, on va dire une vieille start-up, puisqu'on existe déjà depuis 2016. Aujourd'hui, on a 48 salariés. Nous sommes basés à Toulouse, donc en Occitanie.
Et on gère 10 millions d'étiquettes, donc 10 millions de commandes, qui représentent un chiffre d'affaires global de 1,2 milliard. Donc, parmi nos clients, on a des e-commerçants, évidemment, mais aussi des marketplaces, des logisticiens, des industriels, fabricants, etc. Là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, par exemple, Economic, c'est une marketplace alimentaire. Ils achètent des produits en fin de durée de DLUO pour les mettre en vente sur les marketplaces. Ils gèrent la logistique avec Shipinbo et ils livrent leurs consommateurs avec Shipinbo. Sochep, c'est une marque de produits de régime alimentaire. Bon, on a plein de cas comme ça. Alors, beaucoup de choses ont été dites et merci à Mélodie et Laurent d'avoir un peu débroussaillé le terrain. Alors, effectivement, quand on fait de la logistique e-commerce, ben, il y a pas mal d'exigences, notamment du côté des consommateurs. Donc, j'avais quelques stats. Alors, 72%, d'après une, une enquête, 72% des consommateurs interrogés considèrent la livraison comme le critère le plus important lors de l'achat sur Internet. Et 98% recommandent sur le même site suite à une expérience d'achat positive. Donc, il y a des enjeux qui sont évidemment très importants en matière de logistique e-commerce. Ça ne suffit pas d'avoir de bons produits, d'avoir de bons tarifs. On a vu aussi, Laurent Capla, tout à l'heure, nous a présenté la stratégie. On est de plus en plus dans l'omnicanalité, c'est-à-dire qu'on va vendre sur son site internet, mais pas que. On va aussi vendre sur des marketplaces, sur des sites de vente privée aussi qu'on voit de plus en plus. Et il n'y a pas de bonne stratégie, il n'y a pas de bonne méthode. Souvent, ça peut être intéressant de mixer un peu tout ça, notamment dans l'alimentaire. On sait que se faire référencer par la centrale d'achat de Leclerc, c'est compliqué, c'est très compliqué pour mettre ses produits dans les rayons. Par contre, vendre sur la marketplace Leclerc, bah, c'est beaucoup plus simple. Donc, ça peut être une stratégie à déployer. Donc, nous, si vous voulez, on est un peu l'outil qui va permettre de mettre en œuvre la stratégie qui a été définie donc sur les différentes sources de commandes, les marketplaces et aussi sur la stratégie logistique. Donc, on peut équiper l'entrepôt du marchand, du e-commerçant, ou on peut lui permettre de travailler avec des logisticiens comme Filia, qui est d'ailleurs un partenaire Shipinbo. Du coup, je veux bien que vous passiez, Aude, la slide. Donc, du coup, voilà. Nous, notre solution, c'est vraiment la solution qui va permettre de mettre en place la stratégie du marchand sur son omnicanalité et sur sa logistique. Et donc, pour ce faire, on a trois solutions. La première, c'est l'OMS, l'Order Management System. Donc ça, c'est l'outil qui va permettre au marchand de connecter toutes ses sources de vente, donc son site internet, Presta, Shopify ou autre, ses marketplaces, on a cité tout à l'heure Greenwiz, Amazon, Leclerc, etc., ses ventes privées également. Donc nous, on va connecter avec notre Meta API toutes ces sources de commandes pour récupérer dans un seul système toutes les commandes. L'avantage de l'OMS, c'est que, notamment dans l'alimentaire, on va pouvoir découper ces commandes en fonction de critères qui sont liés soit à l'entrepôt, parce qu'on peut avoir un entrepôt dédié aux produits frigorifiques, et un autre entrepôt pour les produits secs. Mais même à l'intérieur d'un entrepôt, on peut avoir besoin de découper les commandes en fonction des produits secs, froid positif, donc c'est le frais, ou froid négatif, le surgelé. C'est ce qu'on fait pour un certain nombre de clients. Notre OMS va aussi permettre du coup de mettre à jour le stock disponible à la vente sur tous les canaux de vente. Évidemment, vous n'allez pas avoir un entrepôt ou un stock dédié à Amazon, un stock dédié à Greenwiz, un stock dédié à votre site internet. C'est le même stock qui va être synchronisé en temps réel par Shipinbo de manière à ne pas dupliquer les différents stocks. Et une des sources aussi importantes de notre OMS, c'est qu'il va pouvoir générer des notifications de suivi des commandes par mail ou par SMS
en fonction des statuts de commande et de l'évolution de la commande. Donc voilà pour notre brique OMS. Ensuite, on a parlé tout à l'heure du WMS, donc Warehouse Management System. Le WMS, en fait, c'est un logiciel qui va permettre de gérer l'entrepôt, donc les réceptions des produits, la gestion du stock de ces produits, la préparation des commandes des produits et l'expédition. Donc là, dans l'alimentaire, effectivement, il y a des notions qui ont été mises en évidence par Laurent tout à l'heure, qui sont la gestion de la DLUO, la gestion des emballages, des numéros de lot. Le consommateur doit pouvoir avoir la traçabilité du numéro de lot du produit qu'il a acheté. S'il y a un problème sur ce lot de fabrication, il faut pouvoir le retirer de la vente immédiatement. Donc il faut évidemment en assurer la traçabilité. Faire des inventaires également, tout ce dont on a parlé déjà tout à l'heure. Et dans notre WMS, en fait, on a créé des process de préparation de commandes qui sont ceux qui sont utilisés par exemple dans les drives alimentaires, Auchan, Shop et autres, qui permettent du coup de faire une ramasse globale d'un certain nombre de commandes, de les mettre dans des sacs ou dans des bacs et du coup limiter les déplacements dans l'entrepôt. Dans le WMS Shippingbo, on peut gérer tout ça avec un PDA ou une tablette. Et il y a tout un tas de process comme le tri par éclatement, le pick and pack ou le pick to light. Donc c'est une solution WMS qui est très adaptée en fait aux produits alimentaires et qui prend en compte toutes les contraintes liées aux produits secs, froids, positifs et froids négatifs. La dernière couverture fonctionnelle que propose Shippingbo, c'est le TMS. On en parlait tout à l'heure. Eh bien, oui, une fois qu'on a préparé la commande, il va falloir la livrer et permettre en fait au personnel dans l'entrepôt de pouvoir éditer les étiquettes de transport. Donc nous, chez Shippingbo, en fait, on a développé les web services avec une quarantaine de transporteurs. Souvent, ce sont des transporteurs dédiés e-commerce, de manière à ce qu'il n'y ait pas de développement informatique à faire pour le marchand ou pour le logisticien qui utiliserait Shippingbo. Donc c'est natif, il suffit de souscrire un contrat auprès du transporteur. Nous, on paramètre le contrat de transport qui a été souscrit et les étiquettes sortent automatiquement. Les datas sont envoyées directement au transporteur et nous, on se charge de communiquer au consommateur son numéro de tracking et le lien URL pour suivre sa commande sur le site du transporteur. Alors, on a également créé en fait ce qu'on appelle un algorithme de choix transporteur dans notre TMS, justement pour éditer des règles métiers qui vont faire que si une commande est composée d'un produit froid négatif et d'un produit sec, nous, on va la couper en 2 commandes et on va confier la commande, enfin les produits froid négatifs, par exemple à Chronofresh, qui sait très bien le gérer, et le froid sec, Colissimo, qui fait ça très bien. Dans notre TMS, on va aussi pouvoir gérer du coup l'activité retour des commandes en envoyant l'étiquette transport retour au consommateur qui va pouvoir déposer du coup, selon le transporteur choisi, son paquet et vous permettre de récupérer vous sa commande et d'en assurer la traçabilité. Voilà, bon, on pourrait en parler très longtemps des couvertures fonctionnelles de Shippingbo. Alors, il y a deux façons de travailler quand on fait de l'alimentaire avec Shippingbo. Soit, effectivement, on se dit, je vais gérer ma propre logistique parce que j'ai l'entrepôt qui permet de le faire ou parce que je le fais déjà pour mon B2B. Eh bien, nous, on fournit le WMS et le TMS qui permettent de gérer cette logistique. Ou alors, on ne se sent pas. On est fort en B2B, mais on ne se sent pas de faire du B2C. Donc, on va confier cette activité logistique à un logisticien. Et nous, du coup, on va faire le lien en fait entre les commandes, les sources de vente et la logistique gérée par le logisticien. Voilà, j'ai fait à peu près le tour du sujet. Alors, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup sous forme d'audit, de diagnostic, parce qu'on a pas mal de prospects qui viennent des clients qui ne savent pas vraiment par quel bout prendre le sujet de la logistique e-commerce. Donc, nous, on a des consultants dont c'est le métier, qui se déplacent, qui viennent auprès des clients, qui font des recommandations
et qui parfois disent, tiens, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire vous-même en interne dans votre entrepôt, ou qui disent, tiens, non, là, ça va être compliqué, risque de perturber votre activité B2B, donc on vous conseille plutôt d'aller vers un logisticien dont c'est le métier, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran pour solliciter un rendez-vous personnalisé et lancer du coup un audit par rapport à votre problématique. Et Merci n'hésitez beaucoup, pas Monsieur aussi Lallier. à poser vos questions. Merci beaucoup. Je propose de continuer du coup, sur le e-commerce des produits frais, avec notamment Monsieur Viguier de Chronofresh, qui a été cité plusieurs fois, et puis un témoignage de l'entreprise de Côté Fiche avec Monsieur Chapelle et Monsieur Fauchia d'Agilia qui les a accompagnés aussi dans leur démarche de performance industrielle. Monsieur Viguier, c'est à vous. Oui, alors bonjour à tous. Du coup, Chronofresh, donc effectivement, qui a été cité pas mal de fois, parce que c'est vrai qu'on travaille avec énormément d'acteurs du e-commerce, notamment sur la région, sur la partie transport. Donc Chronofresh, nous, on est une filiale de Chronopost sur la partie agroalimentaire. Alors, on a 4 métiers. 2 métiers qui vont moins nous concerner aujourd'hui, qui vont être la livraison de courses et la location de véhicules avec chauffeur, qu'on fait notamment par exemple sur Toulouse, mais là qui est plus adapté à du réassort de restauration, pour la restauration ou autre. Ce qui va vraiment nous concerner aujourd'hui, c'est la logistique et la livraison express. La logistique, c'est tout simplement le stockage et la préparation fine de commandes sur des produits alimentaires. Donc, on est en capacité d'extérioriser la logistique d'un e-commerçant s'il le souhaite dans nos entrepôts. Et le métier pour lequel on est le plus connu et celui pour lequel on a été cité plusieurs fois jusque-là, qui est la livraison express. Donc nous, on livre des produits alimentaires en petits colis de 0 à 30 kg, avec des expéditions d'un ou plusieurs colis. Ça en tri-température, donc sur de l'alimentaire sec, sur du frais et sur du surgelé. Sachant que c'est des livraisons qu'on peut faire vers les professionnels pour du petit réassort, une solution qui va s'apposer à des solutions comme celle de la STEF pour des petites commandes, et évidemment vers les particuliers, puisque le e-commerce touche en grande partie les particuliers. Alors, je me permets de rebondir sur plusieurs sujets qu'a abordé Monsieur Kapla. Effectivement, lorsque vous vous lancez dans un site e-commerce, nous, en tant que transporteurs, ce qui va être important, ça va être la partie emballage, puisque sur un colis, vous n'avez pas l'effet d'absorption de l'inertie que va avoir une palette. Donc effectivement, toute la partie calage et isolation des produits est très importante. Après, nous, on est là pour vous accompagner sur cette partie, pour vous conseiller, bien évidemment. De la même manière que le Franco de Port définit plus ou moins comment va fonctionner votre site e-commerce, sachant qu'effectivement, aujourd'hui, le e-commerce classique, tiré notamment par Amazon, fait que le destinataire s'attend à ne pas payer les frais de port. Donc, il faut réfléchir une politique de Franco de Port, pour que vous puissiez offrir le port, bien qu'il n'est pas gratuit. Bon, évidemment, c'est plus facile à faire avec du caviar, mais bon, on travaille aujourd'hui avec des producteurs de yaourts, de pommes de terre. Donc, c'est juste qu'il faut la définir. Concernant l'étiquette de transport, puisque c'était là, Monsieur Kaplan l'a abordé tout à l'heure, effectivement, nous, on va demander un certain nombre d'informations, adresse, numéro de téléphone, mail, etc. Après ça, c'est du paramétrage sur votre site internet. Finalement, c'est l'expéditeur qui va le destinataire qui va le rentrer. Du coup, on peut repasser à la slide suivante. Alors oui, donc du coup, je vous disais, nous aujourd'hui, on transporte en tri-température, donc des produits secs et des produits frais. C'est notamment ce qu'on fait pour Valet de Foie Gras, dont on a parlé tout à l'heure. Des produits surgelés sur la région, on va travailler avec Philippe Fort, notamment.
Et ensuite, on a ce qu'on appelle des contrats spécifiques. C'est la slide qui suit. Donc là où on va être sur des produits qui sont très spécifiques dans le transport et notamment qui ont une réglementation qui nous impose des conditions générales de vente et puis des modes de transport un peu différents. Donc évidemment, on va avoir les huîtres. Donc sur la région, on travaille avec tous les ostréiculteurs du bassin de Thau, notamment Tarbes-Rièche et autres. Les produits ultra frais, donc tout ce qui est notamment pâtisserie, sachant que c'est un de nos plus gros marchés, mais notamment en matière d'emballage et de DLC, c'est un marché qui est très particulier. Et évidemment, les produits de la mer. Donc, Mathieu pourra témoigner par la suite justement de lui, son retour d'expérience sur le transport de produits de la mer. Et j'aimerais juste revenir, avant de passer la parole à Mathieu, sur la question de Claire et notamment sur le fait le risque de concurrencer ses propres clients et sur les différents canaux pour se lancer dans le e-commerce. Aujourd'hui, effectivement, il y a 3 canaux possibles. Donc, avoir son propre site, être sur une marketplace ou passer par un distributeur, sachant que vous avez déjà votre canal de distribution classique, donc de vente ou vers des magasins ou de vente avec vos propres magasins. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, et c'est ce qu'on observe chez les différents e-commerçants de la région, pour la plupart, ils ont eux-mêmes leur boutique en physique. Ils passent également par des distributeurs e-commerce ou des distributeurs physiques. Et ont leur site en vente et leur marketplace. Pour quelle raison? Parce que en fait, vous n'allez pas toucher les mêmes destinataires. Donc, il n'y a pas vraiment de concurrence entre ces différents canaux. Pour vous donner un exemple, quand vous allez aller justement chez un distributeur comme Bien Manger, vous avez accès à plusieurs typologies de produits. Vous venez faire vos courses et vous allez toucher des clients qui vont découvrir, notamment là en l'occurrence la marque Valette Foie Gras, et acheter du foie gras Valette. Quand un destinataire va directement sur le site Valette, c'est parce qu'il connaît la marque Valette et qu'il souhaite acheter des produits Valette. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes clients que vous allez toucher. Voilà. Et sur la partie transport, évidemment, donc en France, on travaille sur les 3 températures. Sur la partie internationale, aujourd'hui, la solution frais existe sur la Belgique et l'Espagne et est en cours de déploiement sur l'Europe. Tout simplement, il faut équiper les réseaux de chaque pays en chambre froide et en plus les raffiner et tout le système qui nous permet de maîtriser la chaîne du froid. Le reste du monde aujourd'hui est pour l'instant ouvert au transport de produits secs. Je ne sais pas si Mathieu, du coup, tu veux partager toi ton retour d'expérience sur cette partie-là? Ben oui, que dire de Chronofresh, à part que depuis, nous, ça va faire maintenant 4 ans qu'on est client chez vous. On a vu l'évolution du service. Moi, je vais être sincère, on a essuyé les plâtres les premières années et ça s'est beaucoup plus arrangé durant ces 2 dernières années. On se sert de ce service-là, que ce soit pour le B2C et pour le B2B. Et nous, on est vraiment sur tous les dires qui s'est passé depuis le début de cet échange, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur des marketplaces, on a notre site internet et en plus, on envoie directement par la plateforme vers nos clients B2C et B2B. Donc, nous, sans Chronofresh, ça serait compliqué d'exercer notre travail tous les jours. On a eu énormément de flexibilité pour le mettre en place et ça nous a permis d'en arriver là aujourd'hui. À part ça, rien à ajouter. On travaille main dans la main constamment pour augmenter la qualité du service. La relation client avec Chronofresh s'est beaucoup améliorée encore, je le redis, depuis ces quelques mois. Et il y en avait besoin. On a été entendu et je pense que pour la suite, c'est malheureusement ou heureusement, vous êtes les seuls sur ce circuit-là, mais voilà, il faut. Pour moi, je pense que si quelqu'un travaille dans le frais et qui n'utilise pas Chronofresh, eh ben, c'est dommage parce que ça nous permet de livrer notre poisson
ultra frais dans toute la France. Donc, pour vous expliquer, donc je vous expliquerai après par la suite, mais le poisson est pêché le jour même, il est traité et de suite il est expédié. Donc, ça permet de donner du poisson ultra frais à toute personne, même dans des endroits les plus excentrés au milieu de la France. Donc, pour moi, c'est fabuleux. Donc, j'ai rien d'autre à ajouter à ce niveau-là. Monsieur Chapelle, on vous laisse du coup nous présenter un petit peu plus Allez. votre Eh ben, activité. Et du coup, puis, voilà, ouais, parce que c'était l'inverse. Donc, Mathieu Chapelle, côté fiche, donc cofondateur. Donc, nous, on a eu un pari assez fou de gérer l'intégralité de la filiale, donc c'est-à-dire de pêcher, de transformer et d'expédier ben, par le biais de Chronofresh, mais aussi par notre propre circuit de distribution, soit par les départements limitrophes, par nos propres camions, et ensuite dans toute la France. Donc, on peut voir sur la photo donc du poisson nettoyé, vidé et écaillé et sous vide forcément pour le transport. Donc nous, on a un lien direct entre nous pêcheurs et vous consommateurs et aujourd'hui restaurateurs. Donc nous, ça fait depuis 2017 qu'on a créé ça et on a vécu tous les soucis qu'on a pu élaborer et dit depuis le début de cette conférence. Eh bien, on a eu un premier site internet où on a fait confiance à un mauvais prestataire. Ça nous a mis dans l'embarras. On a été obligé de refaire un site internet et au final, eh bien, on n'y retrouve pas la rentabilité nécessaire à certains moments pour pouvoir créer de l'engouement financier à ce projet-là. Mais bon, aujourd'hui, avec le confinement, on a énormément travaillé et puis nous, on est dans un circuit pas classique, justement, avec un coût du poisson variable. Donc, c'est très compliqué pour nous. Et en plus de ça, quand j'ai écouté toutes les personnes avant, eh bien, on ne peut pas reproduire un business plan classique par rapport au cours du poisson, au cours du transport et surtout à la demande client. Parce qu'aujourd'hui, les gens, on a pris l'exemple d'Amazon, les gens ont l'habitude, enfin les personnes ont l'habitude d'acheter des livres, des jeux vidéo ou encore maintenant même on peut même acheter des ordinateurs, enfin, tout l'ensemble des projets possibles, on peut les acheter via Internet, mais le déclin ou le déclic plutôt d'acheter du poisson sur Internet, là, il y a quand même une interrogation. Donc nous, derrière, on a une communication forcée, on va dire, via les réseaux sociaux pour faire comprendre notre démarche, créer de l'éducation autour de cela. Et bien sûr, on est obligé de se servir des marketplaces comme pour de bon, la ruche qui dit oui ou autre, et notre site internet pour toucher un maximum de consommateurs et surtout faire connaître notre savoir-faire et nos produits. Et c'est là où c'est très compliqué parce que justement, les gens, une fois qu'ils y ont goûté, il y a une réelle différence, c'est bon. Mais par contre, pour arriver à toucher, ben là, on s'entrechoque entre du référencement naturel, du référencement payant. Et c'est là où c'est très compliqué. Et là, c'est pour ça que je viens relancer Agilea, parce qu'Agilea, au moment de l'industrie, donc à l'industrie du futur de l'Occitanie, eh ben, ça nous a permis de relever la tête du guidon, parce que ça a été vachement important et de dire que, voilà, donc on peut voir, la société a été créée, Côté Fiche a été créée en 2019, mais on était sur une première base en 2017 avec Côté Chic, qui était le côté chic du poisson nettoyé, vidé et équoyé. Et en plus de ça, on est vraiment dans un entonnoir vachement serré parce qu'on fait l'intégralité de notre pêche du gros du roi et du poisson de Méditerranée. Et comme tout le monde, qu'est-ce que la principale espèce que les gens aiment, c'est le saumon ou le cabillaud. Et malheureusement, en Méditerranée, on n'empêche pas encore et on n'empêchera jamais. Donc, ça nous a réduit encore plus notre rayon d'action envers les particuliers. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer justement? Eh bien, on a donné du grain à moudre justement à ces particuliers-là. Donc, c'est-à-dire qu'on a voulu amener notre poisson, donc grâce à des paniers de la Méditerranée, du poisson prêt à consommer qui a eu un succès fou sur les derniers mois. Donc ça nous a permis de dégager des ventes sur notre site internet, mais aussi grâce au marketplace. Et on a eu la chance, et on a la chance toujours de servir un grand nombre de chefs étoilés qui ont reconnu notre qualité de produit. Et ça nous a permis de garder une rentabilité de notre structure. Mais au final, ça n'utilise pas ce site internet. Ça n'utilise pas ce site internet. On est encore sur
sur des moyens de prise de commande, etc., un peu archaïques par le téléphone, etc. Mais ça nous permet d'avoir une rentabilité forte d'un côté pour pouvoir continuer à progresser et de donner accès à des personnes particuliers dans toute la France grâce à notre service. Voilà, et le Covid, ça nous a un peu secoué parce qu'on a eu énormément de commandes. Énormément de commandes, on s'est démené en 4, en 5 pour donner accès à tout le monde du produit, à des personnes qui étaient cloîtrées chez eux, comme la majorité de la population française. Et ça nous a permis quand même de faire connaître notre marque, nos produits locaux de qualité, parce que moi, je demande et je crie haut et fort que tout le monde aille vers le producteur local parce que ça fait maintenir une économie et surtout, ça fait connaître des produits de qualité. De qualité. Donc voilà. Donc nous, nos valeurs de société familiale, de produits frais, même pas de produits frais, extra frais. Et en plus de ça, on y a mis tout notre savoir-faire concernant la consommation, la transformation. Et là, aujourd'hui, eh bien, on va essayer de donner l'accès à… Moi, mon rêve, ça serait de donner du poisson à mon neveu qui est à l'école à 50, même pas à 5 km de notre port. Et du coup, ça sera la prochaine évolution. Et on se servira encore de Chronofresh, je pense, sur ce type de clientèle. Et voilà, mais je passe la main à Jean-Charles qui va conclure sur ce que l'industrie du futur nous a apporté. Bonjour à tous. Sur ce que l'industrie du futur a apporté à côté fiche, je laisserai Mathieu compléter. Non, en fait, l'idée qu'on avait sur cette présentation-là, c'était de vous faire un retour d'expérience de ce que les entreprises vivent sur un accompagnement industrie du futur. Donc Agilea, juste très rapidement pour vous préciser, en fait, Agilea est un des 7 architectes retenu par la région Occitanie sur l'accompagnement industrie du futur phase 1, phase 2. Donc, on a eu l'opportunité de rencontrer et d'accompagner côté fiche. On a d'autres clients dans la région d'ailleurs qui sont sur le site e-commerce, notamment Gearlet qui fait des guirlandes solaires et des guirlandes électriques. Voilà, aussi sur une stratégie tout digitale, en grande partie digitale. Voilà, donc Agilea, rapidement, en fait, on est un consortium d'une vingtaine de consultants très opérationnels sur le terrain et spécialisés sur différentes fonctions. Donc, il y a la distribution dont on parle aujourd'hui, mais il peut y avoir la gestion des ateliers, il peut y avoir la gestion des approvisionnements, la gestion des systèmes d'information, la mise en place des ERP, voilà, différentes problématiques qui peuvent se présenter aux entreprises. Rapidement, pour reprendre sur côté fiche, ce qu'il faut spécifier, c'est que l'entreprise, en fait, a une stratégie qui est au-delà de la stratégie e-commerce, et ça a été dit tout à l'heure, hein, qui est multicanal, et notamment sur la distribution en B2B, notamment sur la restauration en foyer, donc tout ce qui est RHF, et restauration collective notamment. Donc, il y a une vraie problématique de transformation et de transformation du produit frais et ultra frais qu'est le poisson pour permettre de toucher d'autres circuits. Cette stratégie est multicanale et pas que sur le B2C e-commerce. Donc, il y a toutes ces stratégies-là qu'on a posées. Donc, en fait, nous, on accompagne l'entreprise rapidement. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous avez tous les slides qui présentent en fait les différents rendus qu'on peut avoir sur un accompagnement industrie du futur. Ce qu'on propose, nous, côté Agilea, c'est de rencontrer les entreprises et quand on a des entreprises de petite taille, pas péjoratif, hein, mais ça nous permet de rencontrer tous les acteurs dans l'entreprise. Donc, on passe beaucoup de temps dans l'entreprise à discuter avec les gens, à échanger avec eux sur la base d'une trame d'analyse sur un diagnostic 360. On a 7 angles rapidement, hein, 7 angles d'analyse de l'aspect stratégique, l'aspect digital, l'aspect performance industrielle, performance organisationnelle, la partie environnement, tout ce qui est RSE, dont a parlé Anne tout à l'heure, qui est important, qui est vraiment important sur ce diag-là, l'accompagnement humain et le modèle économique. Donc là, vous avez en fait un résultat d'un diag 360 qui permet de tracer en fait les points de progrès qu'on peut avoir sur l'entreprise et commencer à tracer en fait une feuille de route.
Donc l'objectif de cette phase 1 sur lequel on intervient auprès d'entreprises de divers secteurs, c'est vraiment de tracer la feuille de route pour permettre à l'entreprise de prendre conscience des points de progrès qu'elle a pour faire évoluer son activité et se développer. Donc, si vous pouvez juste passer très rapidement, parce qu'il y a d'autres exemples. Et voilà, donc on a des recommandations selon plusieurs piliers, donc améliorer la visibilité, asseoir la continuité numérique, piloter la production, parce que c'est un des axes importants. On parle beaucoup d'agroalimentaire, mais les produits alimentaires, avant de les vendre, il faut les transformer. Et ça ne se fait pas tout seul, donc il y a quand même toute une problématique industrielle derrière et qui est fondamentale. Donc, toutes les entreprises que nous, on a accompagnées ont cette vision industrielle de transformation du produit. On n'est pas uniquement sur de la distribution, on est également sur une phase de transformation. Donc, poser l'organisation, on a parlé des modèles économiques, donc on a un certain nombre de points de progrès et de points d'action qui sont engagés sur les modèles économiques. Et tout ce qui est certification et qualité qui sont fondamentales quand on parle d'agroalimentaire et qu'on peut toucher des clients finaux qui vont consommer vos produits, c'est plus que stratégique. Donc, juste pour le dernier slide, je pense. Et voilà, donc là, on a en fait une priorisation des actions qui nous permettent c'est une trame assez classique, hein, mais qui nous permet en fait de poser les points d'action qu'on va avoir à mener, en tout cas que l'entreprise va avoir à mener, et qui peuvent amener en fait à une phase 2. Et cette phase 2, elle va être plus opérationnelle sur la mise en place d'actions. Donc, je parlais tout à l'heure de Gearled, qui va rentrer très certainement sur une phase 2, plutôt sur la partie stratégie digitale. C'est un gros travail de fond sur la stratégie digitale parce qu'ils sont vraiment sur un modèle économique 100% digital. Et également sur une stratégie d'optimisation des appros. Il y a quand même pas mal de ruptures encore, malgré le fait qu'ils produisent en grande partie en interne. Ils ont encore des problématiques d'approvisionnement, donc voilà, des difficultés à répondre aux clients. Voilà, donc ça c'est vraiment une photo très rapide de la phase 1 qui permet vraiment à l'entreprise de prendre de la hauteur sur ce qu'elle vit au quotidien et de ressortir de cette phase 1 avec un plan d'action, des points de progrès et une planification dans le temps de ces points de progrès là et de ces plans d'action. Mathieu, si tu veux juste rajouter quelque chose peut-être là-dessus pour donner un retour d'expérience client. C'est ça, en fait, moi, pour ma part, en tant que cofondateur de Côté Fiche, ça m'a permis vraiment de prendre conscience qu'à certains moments, on était passé à côté d'acteurs clés, malgré que, enfin, parce que voilà, il faut bien repositionner la chose. Aujourd'hui, on a créé une marque Côté Fiche, donc du poisson d'exception de Méditerranée, grâce uniquement à notre travail et à notre dynamisme autour de la pêche artisanale et durable. Donc, qui a vachement plu, donc comme j'ai dit, dans les cuisines des chefs étoilés, épicuriens, pour le côté particulier. Et sauf qu'on a eu quand même une croissance assez élevée pendant ces trois dernières années. Et au final, eh ben, quand on a vu le rapport d'Agilea, on s'est dit, bon, on s'est pas trop mal débrouillé, mais ça aurait pu être le retour de pédale. On aurait pu aussi creuser notre trou. Donc, ça nous a permis, voilà. Donc, c'est pour ça que je remercierai jamais assez Jean-Charles Fauchat et toute son équipe qu'on est toujours en échange constamment pour déplacer les futurs pions avec réflexion et aisance, on va dire. Donc là, quand je vois structurer le plan stratégique des 24-36 mois, ben, nous, c'était dans notre tête. On le faisait les yeux fermés et au final, eh ben, grâce aux techniques et aux ateliers qu'on a pu mettre en place, eh ben, ça nous a donné pas une satisfaction, mais plutôt une acquisition de ce qu'on faisait nous naturellement et de le mettre en place sur papier. Ça a permis de rassurer ben, justement le côté financier des banques en disant, ben voilà, on n'est pas fou, la filière, on la gère, on sait le faire et on sait où on va. Donc ça nous a donné vraiment de la crédibilité en face de nos acteurs, que ça soit ben, nous, nos familles, parce que les familles, quand on a quand même secoué un peu les traditions en faisant du poisson sur Internet, on est capable de prendre un camion et de partir à l'autre bout de la France pour livrer un partenaire, ou etc. Ben ça, ça tient que par du dynamisme. Et des fois, eh ben, on oublie
les grandes lignes de l'entrepreneuriat et les grandes lignes du développement classique. Mais au final, ça nous a permis de re-rentrer sur un chemin et qui nous a aidés et qui continue à nous aider tous les jours. Voilà, j'ai pas plus à dire par rapport à ça. Et juste pour rebondir sur une remarque qui a été faite tout à l'heure, parce que j'ai la chance d'accompagner la société Arcadis à Paris, qui fait du caviar, et cette société, malgré le fait qu'elle fasse du caviar, cherche évidemment à travailler ses coûts de transport. Donc même quand on fait du caviar, on est très 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 attentif à ses coûts de transport. C'est ça. Et il travaille entre autres avec Chronofresh. Donc même quand on a des produits à très forte valeur ajoutée, tout ce qui est logistique et notamment les coûts de transport, hein, parce qu'ils pèsent énormément, sont un des axes de travail. Et je sais qu'avec Mathieu, et c'est pas un secret, hein, mais un des axes de travail qu'on a ressorti du travail qu'on a pu faire ensemble, c'est comment permettre une optimisation des coûts de transport dans un marché qui est très peu concurrentiel, hein, parce qu'il n'y a que quelques acteurs, ils sont souvent tout seuls sur leur créneau. Et Mathieu est en train de travailler avec ses équipes sur une solution pour massifier les coûts de ramasse qui pèsent assez lourd dans le coût de transport. Et c'est quelque chose sur lequel les entreprises, distributeurs e-commerce, sur des entreprises qui n'ont pas forcément la taille critique, comme on disait tout à l'heure, mais le coût de ramasse, en fait, peut être massifié à plusieurs et permettre de tirer des leviers d'économie. Et Mathieu, avec ses équipes, sont en train de structurer une réponse là-dessus sur des produits frais. Voilà, donc il y a des choses toutes simples, hein, c'est vraiment des choses basiques et très simples, mais qui permettent vraiment d'améliorer les coûts de transport. Donc voilà, et c'est fait en partenariat évidemment avec Chronofresh, qui est au courant, et qui est plutôt demandeur de ces solutions-là, parce que même pour eux, en fait, le coût de ramasse, c'est pas forcément toujours facile à mettre en place. Voilà, pour des choses très 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 pratico-pratiques. Et je vous laisse continuer. Merci beaucoup, messieurs, pour ce témoignage sur le volet produits ultra frais, avec toutes les contraintes à prendre en compte. Je vais finir rapidement ce webinaire, parce qu'on a déjà un petit peu mordu sur l'horaire, en vous présentant de façon très rapide le parcours régional Industrie du futur qui a donc été évoqué avec M. Fauchia et M. Chapelle. Donc je vais passer assez vite, mais du coup l'industrie du futur, on l'a vu sur l'exemple de diagnostic, va prendre en compte finalement l'entreprise un peu sous ses différentes dimensions et les différents leviers possibles pour essayer d'améliorer la performance globale. Donc ce programme régional, il va permettre vraiment un accompagnement sur mesure des entreprises qui s'engagent grâce à des experts référencés par la région, dont fait partie Agilea. Et ça permet de mettre en place vraiment une offre personnalisée pour mettre en œuvre en fait une stratégie à impact rapide pour l'entreprise. Donc concrètement, il y a 2 phases dans ce programme. La phase 1, qui est toute cette partie diagnostic, pour définir les objectifs prioritaires de l'entreprise. Et en termes de financement de cette phase, c'est une aide cofinancée État-région et qui est prise en charge à 100% en termes de frais de conseil par ces experts. Et il y a donc une phase 2 qui a été aussi évoquée par M. Fauchia, qui là est une phase un peu plus longue, qui peut aller jusqu'à 25 jours de conseil, pour vraiment mettre en œuvre le plan d'action concret avec l'aide de ces experts, avec un financement à 50% par une aide État-région. Donc vraiment il y a 7 prestataires qui ont été référencés, qui sont des spécialistes de l'industrie du futur. Vous les avez la cité sur la slide, hein, je vais assez vite, mais en tout cas, je reste à votre disposition pour tout complément d'information. Sur ces prestataires, ils ne sont pas offreurs de solutions, ils sont vraiment un tiers de confiance pour l'entreprise. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une approche personnalisée et adaptée à l'entreprise qui s'engage dans ce parcours. Au niveau des critères d'éligibilité sur cette aide, donc elle s'adresse vraiment à toutes les entreprises, quel que soit leur niveau de maturité. Voilà, ce n'est pas parce qu'on dit industrie du futur qu'il faut s'imaginer qu'on est déjà
hyper automatisé, numérisé, etc. Enfin, au contraire, c'est vraiment l'objectif d'aider toutes les entreprises qui ont une activité industrielle à gagner en performance et sans forcément mettre des technologies de pointe, mais voilà, en mettant en œuvre les leviers adaptés à l'entreprise. Donc pour les entreprises qui sont situées en Occitanie, en termes de taille d'entreprise, ça va de la TPE jusqu'à l'entreprise de taille intermédiaire, donc jusqu'à 5000 salariés. Il faut avoir au moins un premier bilan d'activité et les fonds propres au moins égaux, montant de la subvention. Bon, bref, je vais vite, mais en tout cas, c'est globalement une aide avec des critères assez souples et assez rapides à mobiliser. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez toutes les informations sur le site hubentreprendre.laregion.fr. Vous pouvez faire une recherche sur ce dispositif particulier. Il faut créer son compte entreprise sur le hub. Vous pouvez choisir un référent parmi tous les réseaux d'accompagnants qui vont aussi pouvoir vous aider à faire votre demande d'aide. Quand vous accédez au descriptif donc, de ce parcours, vous avez aussi la description des 7 prestataires référencés que j'ai évoqués précédemment. Et ensuite, vous déposez en ligne votre dossier de demande d'aide. Donc, quelques exemples d'entreprises de la filière agroalimentaire qui sont engagées dans ce parcours, qui ont bénéficié à minima de la phase 1 de diagnostic. Un point qui me semblait important aussi, c'est évoquer que ce dispositif d'accompagnement, de diagnostic, de mise en œuvre d'une feuille de route pour se transformer. Il peut être mobilisé en fait en complément d'autres aides à l'investissement. Donc voilà, vous retrouvez toutes les descriptifs des aides régionales sur le hub entreprendre de la région, ainsi que les coordonnées des personnes qui peuvent vous accompagner au niveau de l'agence ad hoc, au niveau des réseaux CCI, etc. Vous pouvez faire des recherches par filière, par département. Je vous ai mis aussi en lien une page sur les aides d'État dédiées aux entreprises agroalimentaires, que ce soit les dispositifs spécifiques qui ont été mis en place par rapport à la crise Covid ou des aides plus généralistes. Et je vous ai mis le contact aussi général de l'agence. Voilà, j'ai fait très rapide. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute sur ce webinaire. Sachez, donc, comme l'a évoqué Anne Gérard en début de session, on a déjà fait d'autres webinaires thématiques. Vous pouvez retrouver les replays, également les replays sur la chaîne YouTube de la CCI qui coordonne toute l'animation de ce parcours Industrie du futur, toute filière. Notre objectif pour cette année, c'est de mettre en place d'autres animations, voilà, pour apporter de l'information, sensibiliser les entreprises agroalimentaires sur ces sujets-là. Donc, on fera parvenir un petit questionnaire de satisfaction, donc n'hésitez pas aussi à nous faire part des choses que vous aimeriez évoquer sur ces manifestations. En information aussi, autre webinaire qui pourrait vous intéresser, donc à venir le 21 janvier, webinaire initiative de l'ADEME sur tout le volet énergie et les aides par rapport à ça. Et comme on l'a évoqué en début de webinaire avec Mélodie Mercury, donc la semaine du e-commerce alimentaire, plutôt sur l'aspect accès au marché avec 3 webinaires avec des éclairages pays. Et si vous le souhaitez, on peut prendre un petit temps pour des questions sur tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui sur e-commerce et plus largement sur la performance industrielle dans l'agroalimentaire. Merci. Il y avait une question là de Péril pour un ERP, mais c'est pas tellement, enfin c'est un petit peu hors sujet par rapport à aujourd'hui, sur le choix d'un ERP dans une entreprise de type charcuterie, type traiteur ou charcuterie. Donc, Anne, si je peux me permettre, Jean-Charles Fauchien, moi je me présente à Giléa, ça fait partie typiquement des questions qu'on peut avoir quand on intervient dans les entreprises sur des choix d'ERP, et c'est un des thèmes qui ressort assez souvent dans les entreprises qu'on accompagne sur les ERP. Ça peut faire partie d'une phase 2, c'est assez compliqué d'accompagner une entreprise sur le choix d'un ERP en phase 1 parce qu'il n'y a que 5 jours et qu'il y a des livrables à rendre à l'entreprise qui sont fixés par la région.
Mais en phase 2, c'est typiquement le genre d'action qui peut être engagé sur une phase 2 d'accompagnement industrie du futur. Voilà. Ok, merci Jean-Charles. Oui, en complément, si je peux me permettre. Après, tout dépend de ce que la personne souhaite avoir comme activité au sein de ce système d'information. Des fois, on évoque un besoin ERP, mais finalement, ce n'est pas forcément ça qu'il y a derrière. C'est plus un outil pour faire la facturation, ou juste un CRM, ou même parfois un OMS, WMS. Donc, bon, c'est des choses qu'on peut aussi, accompagner les gens qui se posent des questions sur ce ERP. Ok. Merci. D'autres questions dans le... Non, dans le chat, a priori, pas d'autres questions. C'est que c'était parfaitement clair. Écoute, Aude, on peut dire le mot de la fin? En tout cas, un grand merci à tous les intervenants pour leur témoignage aujourd'hui. Et merci à tous les participants. Comme on vous l'a dit, hein, on vous envoie le support, donc vous aurez les coordonnées des uns des autres. Donc n'hésitez pas après à prendre des contacts si besoin pour avoir plus de précision. Eh bien, merci à tous et on reste à votre disposition pour tout complément. Et puis, on sera amené à se revoir. On va organiser d'autres webinaires cette année sur d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et revenir. On fidélise.